Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Au sommaire de ce journal, la marche de Guédiawaye n'aura pas lieu ce vendredi. Le préfet du département de Guédiawaye a opposé une fin de non-recevoir parce que Nyolank Nyobani n'aurait pas déclaré la manifestation dans les délais requis. Le collectif donne rendez-vous vendredi prochain et met le préfet en garde. Hausse du prix de l'électricité, la Sénélec en contact direct avec les associations de consommateurs pour expliquer la mesure et pour former une coalition en vue de faire de la société un champion sur le marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Abdoul Mbaye inquiet de la situation que traverse le Sénégal devant la presse ce matin. L'ancien Premier ministre évoque le risque d'un nouvel ajustement structurel. Les titres de l'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. La campagne électorale en Guinée-Bissau prend fin ce soir. La parole aux deux protagonistes, Domingos Simoes Pereira, en colère voilée contre le président Macky Sall, là où Umaro Umbalo Sissoko tire à boulet rouge sur le président guinéen Alpha Condé. Vous les entendrez. Nous irons également en Mauritanie où 13 de ses ressortissants ont été enlevés et où également une enquête parlementaire sera ouverte sur la gestion de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. À tout à l'heure pour les détails, Binta Diallo. Les titres sport, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Football, la Coupe Ousmane Tanor Dieng. Les préliminaires démarrent ce vendredi. Les clubs de National 1 et de National 2 entrent en jeu. Ligue 1, veillée d'armes sur la petite côte Diambar de Sali Portudal et Stade de Mbour préparent leur derby de demain. La température dans les deux clubs dans ce midi. Retour sur le Boxing Day en Angleterre. Abdoulaye Diaw note le match Liverpool-Leicester qui a enregistré hier une belle prestation de Sadio Mané et Mohamed Salah qui s'est encore illustré par son individualisme. Le développement de tous ces titres dans le journal des sports que vous nous présenterez. Il y aura aussi la revue de presse de ce vendredi 27 décembre et puis la rétrospective, le journal 2019 qui sera présenté par Babacar Fall. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Le préfet du département de Guédiawaye a donc interdit la manifestation que le collectif Nyolank Nyobani entendait organiser cet après-midi. Manifestation pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité et pour exiger la libération de Guy Marius Sagna et de deux autres membres du collectif maintenus en détention. Motif de cette fin de non-recevoir, les organisateurs n'auraient pas déclaré leur manifestation dans les délais requis. Chérif Blondin Ndiaye, le préfet de Guédiawaye, s'en explique. Il a été joint tout à l'heure par Barthélémy Ngom. Pour le cas précis, il s'agit d'une irrecevabilité de la demande parce qu'ils n'ont pas respecté les délais légaux pour le dépôt. Donc, ils ont déposé leur demande le 24 pour une manifestation le 27. Donc, le minimum concernant les délais, c'est 3 jours francs. Donc, pour calculer les 3 jours francs, le jour de dépôt n'en fait pas partie et le jour de la manifestation. Donc, ils sont à moins de 3 jours francs. Donc, on leur a notifié cela pour leur dire que c'est irrecevable. Donc, on ne peut pas instruire cette demande-là. On leur a expliqué clairement qu'il y a un certain nombre de règles à respecter dans le cadre d'une demande de manifestation sur la voie publique. De leur côté, les responsables locaux du collectif réfutent les arguments du préfet. Toutefois, ils annoncent qu'ils vont se conformer à sa décision d'interdiction, non sans le mettre en garde contre toute manœuvre pour empêcher la tenue de la manifestation la semaine prochaine, puisqu'ils vont introduire dès aujourd'hui une nouvelle lettre de déclaration pour le vendredi prochain. Écoutons à ce sujet le coordonnateur départemental du collectif Nyolank Nyobani à Guédiawaye, Khadim Lo, au micro de notre correspondant dans la banlieue, Salif Sow. Il nous a dit clairement que nous n'avons pas pris le délai maximum. Mais il ne nous convainc pas parce que nous avons déposé depuis mardi. Et je crois que bien, nous respectons tous les délais. Mais Inch'Allah, nous déposons une autre aujourd'hui même. Aujourd'hui, vendredi, nous déposons une autre. Vendredi prochain, nous marcherons. Et aujourd'hui, vous n'allez pas marcher ou bien vous allez braver l'interdiction préfectorale? Non, nous n'allons pas marcher parce que nous sommes des républicains. Nous ne voulons pas détruire ce pays parce que ce pays, ça nous appartient. Et nous voulons réduire la souffrance des Sénégalais. Et c'est ça que nous unissons cette masse. Mais il a l'intérêt, je dis bien, il a l'intérêt de nous encadrer vendredi prochain. Parce que la masse, c'est un droit. Et un droit, on le négocie, on l'arrache. Justement, la hausse du prix de l'électricité était au menu d'une rencontre ce matin entre la Sénélec et les associations de consommateurs. Une séance d'explication dirigée par le directeur général de la Sénélec en personne,
Papa Demba Bitey au micro de Salimata Aou. 54% des consommateurs domestiques ne sont pas concernés par le réajustement tarifaire. Et lorsque nous allons un peu plus loin et que nous regardons 93% des clients domestiques de Senelec, l'impact moyen est de 1200 francs par bimestre, soit 600 francs par mois. Donc, nous pouvons dire que ce réajustement est un réajustement qui n'est pas intégral et qui n'est pas total, parce que ne concernant pas l'ensemble de la clientèle de Senelec et ne s'applique pas sur l'intégralité des tarifs de Senelec. Par conséquent, il était important pour nous de partager ces informations avec ces associations de consommateurs. Les explications de la Senelec qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Les associations consuméristes regrettent un problème de communication et s'engagent à aider la Senelec à mieux expliquer cette mesure au niveau des populations. Le porte-parole de ces associations consuméristes, Momar Ndaw, le président de l'ASCOSEN, l'association sénégalaise des consommateurs, toujours au micro de Salimata Aou. Totalement rassuré, d'autant plus que nous avons vu qu'aujourd'hui, plus de 1 038 000 personnes auront une hausse au maximum de 2 000 francs par bimestre, soit 1 000 francs par mois, pour les personnes qui ont les hausses les plus importantes. Donc il y a plus de 601 000, 11 000 qui n'auront pas d'augmentation du tout. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont inquiets, pensant que les prix vont flamber, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. L'autre élément important, c'est que quand il y a des mesures comme ça qui sont prises par l'autorité, c'est pas par Senelec, il est important que l'on puisse avoir toutes les informations aussi pour comprendre comment elle se déroule, comment elle a été mise en œuvre et pour quelles raisons. Et je pense que c'est extrêmement important que l'on puisse partager ces éléments d'information avec les consommateurs. Parce que nous, notre devise, c'est mieux connaître pour mieux consommer. C'est la raison pour laquelle nous allons à la source pour avoir les bonnes informations et les transmettre aux populations. Parce qu'un consommateur bien informé prend la bonne décision. Mais si on vous dit, oui, ça a augmenté, il y a des gens qui disent que ça a augmenté depuis longtemps, alors qu'on n'a même pas encore reçu les factures concernées par la variation tarifaire. Et il faut savoir qu'on est à un niveau encore plus faible que le niveau d'avant, puisqu'on avait obtenu une baisse de 10%. RFM, la radio de toute l'actualité. Éducation nationale vers un début d'année 2020 mouvementé. Le préavis de grève déposé par le SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, expire dans une semaine, mais toujours pas de réponse de la part des autorités de tutelle. Les explications de Saourou Sène, secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, propos recueillis par Anna Rocha. Nous avons déjà déposé depuis le 2 décembre notre préavis de grève qui expire le 2 janvier. À partir de ce moment, si le gouvernement ne réoriente pas l'orientation, mais le plus naturellement du monde, nous risquons d'aller en lutte. Et ça aussi, le Bureau national prendra les décisions qui s'imposent. Il y en a des questions que j'appelle des questions de bonne gouvernance qui ne devraient pas nécessiter quand même des luttes. Parce que le gouvernement sait très bien que par rapport au PCMG en EPS, il doit prendre le décret qui date de 2012. Par rapport à la question des surimpositions sur les salaires et sur les rappels, mais le contrôleur du budget a indiqué devant nous qu'il reconnaisse le caractère défectueux du logiciel utilisé pour les impôts. Aujourd'hui, aucun agent de l'État ne peut vous dire que mon salaire est égal à temps. Pour ce qui concerne les lenteurs administratives, le gouvernement sait qu'en utilisant la technique et la technologie, mais on va dépasser cette question-là. Donc, en général, toutes ces questions-là relèvent de bonne gouvernance. Il reste maintenant des questions sur lesquelles le gouvernement refuse d'avancer, mais c'est la question du système de rémunération. Toute l'étude a été faite. Les résolutions, ou en tout cas le document final, remis au chef de l'État, et c'est lui-même le président de la République qui a pris l'engagement devant les organisations syndicales et devant aussi le premier ministre d'alors, mais de faire changer le système de rémunération des agents de l'État. L'autre question qui n'a pas avancé, mais c'est le corps des administrateurs scolaires. Nous nous rencontrons, nous échangeons avec les ministres concernés, mais j'ai l'impression que c'est tout simplement de la littérature que les gens font. Toujours dans l'actualité syndicale, à noter le cinquantenaire
de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, la CNTS, qui a 50 ans. Les festivités marquant le cinquantenaire de cette centrale syndicale débutent aujourd'hui avec des panels et dureront pendant 3 jours. Jusqu'à dimanche prochain, nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Abdoul Mbaye se dit inquiet de la situation que traverse actuellement le Sénégal. Il était devant la presse ce matin. L'ancien Premier ministre évoque le risque d'un nouvel ajustement structurel. Nous y reviendrons également lors de nos prochaines éditions. Parlons maintenant de l'exploitation du basalte et du calcaire dans les carrières de Ngoundiane et ses conséquences, cette exploitation, sur les populations. Des maladies chroniques telles que la tuberculose et la bilharziose ont refait surface dans la zone. Les populations ont tenu un forum communautaire sur les impacts environnementaux et sociaux de ces carrières. La coalition Publiez ce que vous payez déplore la situation et interpelle les entreprises concernées. Charanta Diop. Ce forum d'échange communautaire a réuni toutes les populations de Diak, Ngalen et Sessène dans la commune de Ngoundiane. L'occasion est saisie par les habitants de ces villages pour déplorer les externalités négatives dont ils vivent. Adja Bambika, porte-parole des populations. L'exploitation des carrières engendre beaucoup d'externalités négatives comme la pollution, les maladies chroniques. La tuberculose, il y en a ici dans cette localité. Ces entreprises ont laissé des trous qui contiennent beaucoup d'eau. Et les enfants, ils ont tous attrapé cette maladie qu'on appelle la bilharziose. Abdou Aziz Diop, le coordonnateur de l'antenne régionale de Thiès, publié ce que vous payez, relève un paradoxe dans la gestion de ces ressources naturelles. En tout cas, Ngoundiane vit un paradoxe, comme toutes les régions minières. Des entreprises qui gagnent des milliards. Aujourd'hui, dans le rapport ITE de 2018, Gécamine, Cogeca, la contribution pour Gécamine, c'est 2,7 milliards. Et le produit exploité ici, le calcaire, le basalte, sont des produits qui sont utilisés pour le ciment. Mais si on voit les chiffres d'affaires de ces entreprises, qui sont à coût de plus de 100 milliards, et la contribution globale pour le budget national, mais aussi pour les collectivités impactées, elle est très faible. Selon les populations de Ngoundiane, il appartient à l'État de revisiter ces contrats, de rééquilibrer pour que ces investisseurs puissent gagner, mais aussi les collectivités riveraines impactées puissent aussi en tirer profit. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Guédiawaye, le plan d'aménagement du littoral proposé par la ville ne fait pas l'unanimité. Certains évoquent déjà les conséquences du projet au moment où le conseil municipal parle d'un plan d'aménagement provisoire. Au total, ce sont 24 hectares qui devront être déclassés et c'est pourquoi les populations de Guédiawaye réclament l'arbitrage du chef de l'État. Salif Sow. Détournement d'objectifs par manque de concision sur les projets d'équipement, traitement inéquitable des 4 communes concernées et ingérence de la ville. Voilà les 3 points noirs soulignés par le conseiller municipal de Sam Notaire. Moulay Kamara rejette le plan d'aménagement de la mairie de Guédiawaye. Le littoral constitue une véritable bombe sociale à Guédiawaye et qu'il faut, avant tout déclassement, qu'il y ait un consensus très fort autour de ce plan d'aménagement qui engage l'avenir des générations futures. C'est un plan d'aménagement concerté provisoire, précise le conseil municipal de la ville, Racine Ba, conseiller municipal à la mairie de Guédiawaye. Il ne saurait y avoir de détournement d'objectifs. La mairie de ville prône pour l'élaboration d'un plan d'aménagement concerté. C'est à la suite de plusieurs réunions que le conseil a eu à mener avec les acteurs, aussi bien culturels, la société civile et de concert, on a décidé de proposer ce plan. Il y a un complexe, des parcs artisanaux, il y a des aires de jeu, des espaces aménagés pour les populations de Guédiawaye, mais pour les agents municipaux. Il n'est pas à exclure que s'il y a des possibilités d'extension aussi, on aimerait le faire. Mais l'idée pour ce plan, c'est de déclasser et d'y ériger des projets. Le projet de déclassement concerne 24 hectares de la bande verte. Au président de la République d'arbitrer, Macky Sall a son plan directeur pour trancher. Salif Sou, Guédiawaye, Radio Futur Média. Ce vendredi 27 décembre 2019 à J-4 avant le réveillon du 31 décembre, la Saint-Sylvestre, et le constat est là. La plupart des jeunes ne s'intéressent plus aux festivités de fin d'année. La conjoncture est passée par là. Certains préfèrent même tout simplement rester chez eux en famille. Un reportage signé Nongoka, un de nos correspondants dans la banlieue de Dakar.
Moustapha Sall est plus que désintéressé par les fêtes de fin d'année. À 23 ans, il a son programme pour le réveillon. Présentement, quand il y a fête ou quand on arrive à la fin de l'année, on ne sent même pas connaître la fin de l'année, quoi. Parce qu'on n'a pas l'habitude de la fêter, on n'a pas l'habitude d'aller où que ce soit dans les boîtes de nuit. Ça nous a jamais traversé la tête. Je préfère rester chez moi, apprendre le Coran et faire des zikrs comme on l'a enseigné, comme on m'a éduqué. Laurent Basse dit n'être pas contre ces jeunes qui préparent activement les fêtes en période de fin d'année. Mais pour lui, ce n'est que de la futilité, d'autant plus que relève-t-il, les urgences sont ailleurs. Avant, même s'il n'a pas d'argent, ton père ou quelqu'un peut te donner. Mais maintenant, il faut se débrouiller pour s'en sortir. Tu vois, les moyens ne sont pas réunis, voilà. Et puis, les gens n'ont plus cette pensée, quoi. Le fait d'aller sortir en boîte, dépenser de l'argent, alors que le lendemain, tu as toutes les difficultés du monde pour prendre ton petit déjeuner. Youssou Gueye, de son côté, a de moins en moins envie de sortir la nuit du 31 décembre. Les raisons évoquées, son esprit de dépassement. C'est un constat. La plupart des jeunes ne sont plus intéressés par les fêtes de fin d'année et ils partagent presque tous l'opinion selon laquelle il s'agit de fêtes mondaines. Nongaka Pikine, RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. Guinée-Bissau, dernier jour de campagne électorale. Pour le second tour de la présidentielle prévu dimanche prochain, les deux candidats sur RFI aujourd'hui se sont montrés confiants. Celui du PAIGC, Domingos Simoes Pereira, a de façon voilée exprimé sa colère contre le président Macky Sall. J'ai jamais eu de propos contre le président Macky Sall. J'ai dit que certains positionnements n'aident pas à la compréhension des Bissau-Guinéens sur cette neutralité pour la situation politique en Guinée-Bissau. C'est deux choses complètement différentes. Et je vais vous dire une autre chose. J'ai pris de contacts plus fréquents avec le président Macky Sall parce que je traverse le Sénégal plus souvent que la Guinée-Conakry. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Il y a un sentiment que je suis plus proche du président Alpha Condé. Mais si c'est le cas, c'est le bienvenu. Quant à Omaro Umbalo Sissoko du Madem G15, il n'a pas raté le président de la Guinée, Alpha Condé. J'ai dit qu'il y a une malinterprétation et une mauvaise évaluation qui induit la communauté internationale en erreur. C'est le médiateur pour la crise de Guinée-Bissau. C'était le président Alpha Condé du Guinée-Conakry. Un mauvais choix. Parce que lui, il soutient, un médiateur qui soutient clairement le candidat Domingos Simoes Pereira. Il a fait tout pour humilier le président sortant, qui est José Marouvage. Alpha Condé, il y a tellement de problèmes chez lui, comment il peut être médiateur chez nous ici? Alpha Condé, depuis qu'il est médiateur en Guinée-Bissau, il y a les pagailles. Mais ça va finir dans quelques jours et quelques heures. Une fois qu'il sera élu, il ne sera plus jamais médiateur en Guinée-Bissau. Plus jamais. Et votre jugement est plus clément à l'égard du président sénégalais Macky Sall? Non, lui, c'est une personne avec tête sur les épaules. Moi, je vous dis, madame, à partir de 30, je serai le nouveau président de Guinée-Bissau pour bâtir dans l'ensemble, avec tous les amis de Guinée-Bissau et tous les chefs d'État de sous-région, pour appuyer, et je prendrai leurs conseils dans le respect mutuel. Côte d'Ivoire maintenant. Guillaume Soro et un enregistrement qui semble l'accabler. Quelle lecture en faire? Nous avons posé la question à notre confrère Mamadou Thior. Alassane Ouattara, selon lui, confirme qu'il est un pouvoiriste, sauf que Guillaume Soro ne va pas non plus se laisser faire. Mamadou Thior, membre du CORED. Il va appliquer la tactique qui a fait recette ailleurs, éliminer ses adversaires les plus redoutables avant le scrutin pour s'assurer une victoire à la plus juste. Et c'est à cela qu'on assiste en Côte d'Ivoire. Mais les réalités diffèrent d'un pays à un autre parce qu'en Côte d'Ivoire, les choses se règlent souvent par les armes. Donc ce qui est valable dans les autres pays peuvent ne pas être valable en Côte d'Ivoire. Et Alassane Dramane Ouattara, le président, doit réfléchir à deux fois pour ne pas replonger son pays dans le chaos qu'on a noté depuis on peut dire les années 2000. Et puis en Mauritanie, il y a eu des enlèvements. 13 ressortissants mauritaniens enlevés dans la zone d'orpaillage entre la frontière tchadio-libyenne. Les détails avec Mohamed Diop. Il s'agit de 2 enlèvements qui se déroulent en l'espace de 24 heures. D'abord, 9 Mauritaniens sont enlevés mardi, puis 3 autres de leurs compatriotes mercredi. Ils ont été conduits dans un lieu inconnu. L'on ne connaît pas encore l'identité des ravisseurs qui sont venus à bord de véhicules à vitres teintées et qui, apparemment, ciblaient les seuls ressortissants mauritaniens.
Mais l'enlèvement intervient dans un contexte différent, opposant ces Mauritaniens décrits comme des gérants de commerce d'alimentation générale à des membres de l'ethnie Tibou qui habitent la zone frontalière. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Et nous restons en Mauritanie où les députés de l'opposition comptent mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. Ils ont tenu une conférence de presse à Nouakchott. C'est tout, Souleymane. Merci Binta Diallo, il est 12h20. Bienvenue à vous, Georges Déthié Diop. Merci Souleymane. Du football d'abord, avec les préliminaires de la Coupe Ousmane Tanordien. Plusieurs matchs cet après-midi entre équipes de National 1 au stade Ngalandou Diouf à 16h. Agel contre Jeanne d'Arc de Dakar. À Alassane Digo, Olympique Ngorjou contre Walidan au stade Amadou Barry. Étoile Lusitana US Rail pour le compte de la National 2 cet après-midi toujours au stade Alassane Digo. Stade Tiaroy contre HLM Grand Yoff. Match prévu à 15h à la même heure à Amadou Barry. Oslo contre Asfa pour ce qui est des éliminatoires entre championnes régionales au stade Fodewad. Sali AC reçoit Africa Foot. La suite demain, samedi et dimanche, Souleymane. La Coupe de la Ligue, les affiches des 16e de finale connues. Le tirage au sort a été effectué hier. Guédiawaye Football Club va jouer contre l'US Gorée Niaritali Linguère. Port Sonacos, Mbour Petite Côte contre Thiès FC. Oslo contre Cœur Madior. AS Douane Africa Promo Foot. AS Pikine va rencontrer le Giraffe de Dakar. Dakar Sacré-Cœur va défier le Dakar Université Club. Casasport Stade de Mbour. Dembo Diop, un club de Ligue 2, va croiser Renaissance Diamono contre Ndiambour. EJ Fatigue contre Amitié FC, Génération Foot, Tengued FC, Seneps de Thiès, Excellence et Diambar sont exemptés. Les matchs sont prévus le week-end du 4 au 5 janvier 2020. On parle de la Ligue 1, justement, Souleymane, à présent, le démarrage de la 4e journée. Demain, samedi, au programme Génération Foot AS Douane, Niaritali AS Pikine, Tengued FC Dakar Sacré-Cœur, Diambar Stade de Mbour, un derby de la Petite Côte, Giraffe qui accueille donc le Casasport, Mbour Petite Côte Sneps, US Gorée rend visite au Ndiambour de Louga. On l'a dit, demain, un derby de la Petite Côte, Diambar de Sali Portugal contre Stade de Mbour. Diambar dans une bonne dynamique, le Stade de Mbour dans une mauvaise passe avec la démission récemment de son président. Pour autant, l'entraîneur de Diambar s'attend à un match difficile. Boubacar Gadiaga. On ne va pas changer, on ne va pas déroger. Mais sauf que on sait que ça sera parfois différent parce qu'il y aura du monde, plus du monde sera favorable pour le Stade de Mbour parce que bon, on a très peu de supporters, donc voilà, donc on sait que ça va être un match âpre, difficile, d'autant plus que le Stade de Mbour vient de perdre celui 3-0, donc ils vont venir avec beaucoup d'ambition et d'envie pour essayer de se remettre dans le bon chemin du championnat. Est-ce que la crise que vit le Stade de Mbour n'est pas un avantage pour vous? Au contraire, ça peut les booster parce qu'il suffit de faire un bon résultat pour ce derby, ça relance la machine. Donc pour eux, c'est un derby qui va peut-être leur faire démarrer leur saison. Et c'est sûrement, donc c'est comme ça qu'on l'appréhende parce que voilà, c'est une bête blessée et quand une bête est blessée, elle va être beaucoup plus féroce, beaucoup plus redoutable. Donc nous, on prévoit un match difficile avec beaucoup d'intensité. Donc on va s'y préparer pour ne pas être surpris, mais pour l'instant, on ne pense pas aux résultats précédents parce qu'un derby, c'est tout à fait différent des matchs habituel, quoi. Donc non, on s'attend à un match difficile à une équipe ambitieuse et conquérante. Donc on s'attend à un match difficile tout simplement. Du côté du Stade de Mbour, confiance aussi et l'on pense qu'à la victoire. Le chargé de la communication du club, Samba Niébeba, minimise les difficultés que traverse le Stade de Mbour. On le prépare naturellement comme on prépare toutes les autres rencontres. C'est pas une rencontre exceptionnelle. Nous avons été depuis quelque temps dans une turbulence, mais je pense bien que c'est une réalité tout à fait normale. On n'est pas dans un naufrage, ni dans un tourbillon catastrophique, mais nous sommes en début de saison, il y a des événements qui se produisent. L'événement qui se produit, c'est un événement tout à fait naturel qu'on gère. Et je pense que le Stade de Mbour est un club qui a 60 ans aujourd'hui et qui est assez mature pour surmonter des tsunamis qui le traversent. Parce que ce n'est pas la première fois que le Stade de Mbour a connu ces types de difficultés. Le match contre Diambar, c'est un derby. Et un derby n'est pas toujours facile. Et les gens ont l'habitude de dire
un derby, ça se joue, ça se gagne, ou bien ça se perd, ou bien ça se termine par un nul. Et nous souhaiterons le gagner et nous travaillons par conséquent. Verdict demain, le match est prévu dans l'après-midi au stade Fodewad de Saly, Portugal. Football en Angleterre, Abdoulaye Diaw note la prestation de Sadio Mané. Hier, Liverpool jouait contre Leicester. Belle prestation de l'attaquant des Lions, mais Abdoulaye Diaw est déçu du contenu proposé par les Foxes, dauphin pourtant de Liverpool qui l'a battu par 4-0. Abdoulaye Diaw dans RFM Matin. J'étais déçu par l'affiche. On en a beaucoup parlé, c'était le leader et son dauphin, mais la marge était un peu trop grande entre les deux équipes. Liverpool a survolé le match pour avoir été supérieur techniquement. Techniquement, j'ai été déçu par Leicester. Je me suis posé la question, mais comment donc ils ont fait pour être le dauphin de Liverpool? C'est Liverpool qui était trop fort ou c'est Leicester qui était faible? En tout cas, dans le match d'hier, ils n'ont pas valu une chandelle. C'est vrai que Liverpool, comme on dit, était d'une classe supérieure. Encore Sadio Mané, impérial. Il a été par moments beaucoup plus bon que quand il marquait des buts. Il n'a pas été buteur, mais il a été, comme on dit, presque dépositaire du collectif. En certaines occasions, comme on dit, il a éclairé le jeu, notamment sur le but du latéral Alexander-Arnold. C'était du très, très, très beau. Qui ajoute que l'attaque était beaucoup plus pimpante à la sortie de Mohamed Salah, qui par moment vraiment mettait encore en évidence tout ce que nous savions de lui. Liverpool avait été tellement juste qu'ils ont presque aligné 3 buts en un quart d'heure dès sa sortie. Alors, c'est une grosse machine à jouer, cette équipe de Liverpool. Battre son dauphin 4-0, quand ce dauphin est à domicile, il faut être, comme on dit, d'un calibre supérieur pour le faire. C'était un bon Liverpool. Sadio Mané, pas buteur, mais grandement animateur du jeu offensif. Et par moments très éclaireur dans le match. Le prochain match des Reds, dimanche prochain, ce sera contre Wolverhampton, un club dans lequel Henri Camara a joué. Les Reds qui vont célébrer ce jour, dimanche donc, leur titre de champion du monde des clubs. Merci Georges Détié Diop, nous vous retrouverons dans un instant. RFM, la presse du jour. La presse de ce vendredi 27 décembre 2019. Georges Détié Diop. C'est maintenant fait. Le comité de pilotage du dialogue national a été installé hier par le président de la République. Famara, enfin dans la place, s'exclame Sud Quotidien. Sud qui affirme que Macky active son équipe. Le chef de l'État qui, si l'on se fie à l'AS, a fixé les termes du dialogue. Selon le journal, Macky Sall a profité de la cérémonie d'installation pour revenir sur l'essence d'une telle initiative qui sera basée uniquement sur des questions d'intérêt national. Pour lui, il ne s'agira pas de débat crypto-personnel. Le Soleil indique que Macky Sall met le cap sur un consensus fort. Selon le quotidien gouvernemental, il souhaite que la démocratie nationale réalise un saut qualitatif avec ses concertations et espère que toutes les questions essentielles de la vie publique seront discutées en toute liberté et en toute responsabilité. Quant à Famara Ibrahima Sagna, le Soleil souligne qu'il a exprimé sa volonté d'exercer la plénitude de sa fonction et a demandé à tous les acteurs de fédérer leurs actions pour la réussite du dialogue. Enquête parle de show de Famara Sagna. Le journal rapporte que c'est par un long et déconcertant égo-trip qu'il s'est adressé hier au peuple du dialogue, non sans préciser que le dialogue dont il est question n'est pas une querelle. L'Observateur se fait l'écho de son propos mais relève surtout un dialogue de sourds entre le PDS et ses alliés. Dans le journal, Doudou Wade donne les raisons de la non-participation du PDS à l'installation du comité de pilotage du dialogue national. Mokhtar Souran, lui, se prononce sur le sujet. Il est accusé par le PDS d'avoir donné les noms de Baragaï et Doudou Wade au niveau du comité de pilotage, ce que dément le coordinateur du Front National de Résistance. Mokhtar Souran confie à l'Observateur qu'ils n'ont jamais choisi Baragaï et Doudou Wade. Pendant que le comité de pilotage était en train d'être installé, Abdoulaye Wade recevait la visite de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Le journal Le Quotidien rend compte de l'audience et fait savoir qu'en recevant Khalifa Ababakar Sall, Abdoulaye Wade a indiqué que le Sénégal est à un moment où tout un chacun doit prendre ses responsabilités
responsabilités. Wade a aussi dit à Khalifa qu'en politique, il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir prendre ses responsabilités et les assumer. Les Échos abordent le même sujet et écrit que Wade a invité chacun à prendre ses responsabilités pour mettre fin à la situation sociale et politique désastreuse du pays, quitte à y laisser sa vie. Pour Wade, dans chaque pays, il y a un pouvoir et une opposition, que chacun joue son rôle. Et dire qu'il n'y a pas longtemps, l'on avait noté un rapprochement entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Seulement, Tribune constate que Karim Wade constitue un obstacle aux retrouvailles. Selon le journal, la réconciliation ne sera effective que lorsque Karim aura retrouvé ses droits civils et politiques. Un coup d'œil dans Source A. Il est question du passage du garde des Sceaux hier en commission après que le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le projet de loi portant criminalisation du viol. Mon confrère apprend que le ministre de la Justice a passé un sale quart d'heure devant les députés car des parlementaires comme Cheikh Bara Dolly Mbacké et Mamadou Lamine Diallo ont fait vibrer ses oreilles, notamment en évoquant la très embarrassante question de l'homosexualité ou en doutant de la sincérité du gouvernement à criminaliser le viol. À la une de l'Observateur, le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides. Le journal informe que l'État prévoit d'installer à la décharge de Mbobos des infrastructures pour améliorer le site et les conditions de travail des récupérateurs de déchets. L'Obs fait état d'un projet à 3 phases pour donner une nouvelle vie au plus grand dépotoir d'ordures du pays. Selon l'Obs, Thiès, Saint-Louis, Matam, Sédhiou, Ziguinchor et Kolda sont aussi concernés par le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, le Promoged. Sous un autre registre, l'Observateur s'entretient avec El Hadj Mansour Mbaye. Au menu, entre autres, sa vie avec les présidents qui se sont succédés à la tête du pays. Le Parti socialiste, sa nouvelle secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, qui a refusé une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour quitter le Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng, sa maladie et ses dernières recommandations. Bref, El Hadj Mansour Mbaye se livre dans une longue interview à lire dans l'Observateur. Ce violent accident hier sur l'autoroute à hauteur du stade Léopold Sédar Senghor. Vox Populi parle d'une nouvelle boucherie sur la route. 3 morts sur le coup et 8 blessés, dont 7 graves à l'origine du drame. Une course-poursuite entre 2 camions frigorifiques transportant du poisson. Les chauffeurs sont mis aux arrêts. Sport pour terminer, prix Eusebio 2019. Sadio Mané sacré s'exclame record. Le journal explique que le prix Eusebio récompense le meilleur joueur africain ou d'origine africaine de l'année. Ainsi, Sadio Mané succède à N'Golo Kanté.